Bienvenue à tous, bienvenue au webinaire sur notre produit du mois. Je suis Victor Truong et je suis votre présentateur pour ce matin. Donc, avant de commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la Société DR Expert est une société française basée à Arcueil en région parisienne. Pour tous ceux qui sont déjà venus, nous proposons 3 activités principales. Activité de distribution de solutions logicielles. Nous représentons 13 éditeurs logiciels en France et nous proposons des outils qui vous permettent de concevoir, de simuler et d'analyser votre système électronique. Nous sommes aussi un organisme de formation proposant des formations métiers comme la conception de cartes électroniques comportant des signaux rapides, les impacts thermiques au niveau des cartes électroniques ou bien tout simplement des formations logicielles sur l'utilisation de nos logiciels, notamment le DFM Expert qu'on va parler un peu plus tard. Et aussi, nous sommes aussi partenaires de la société Altium pour proposer des formations sur l'utilisation des solutions comme Altium Designer ou Altium 365 Pro. Et enfin, troisième activité, nous vous accompagnons tout au long de la phase de conception avec nos experts en vous proposant des prestations telles que l'analyse thermique, la simulation de l'intégrité du signal ou l'analyse du DFM. Alors justement, en parlant de DFM, Design for Manufacturing, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces termes, c'est justement via l'opération de notre produit du mois qu'on va mettre en valeur le logiciel DFM Expert de la société Vaio. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vaio, Vaio est une société d'origine chinoise, l'un des acteurs principaux dans l'industrie 4.0. Elle propose des outils logiciels pour vérifier la fabricabilité des cartes électroniques, pour optimiser la chaîne d'assemblage au niveau des machines, pour analyser la testabilité des cartes, pour générer la documentation de fabrication. Bref, un ensemble de solutions NPI en automatisant un process complet. Mais concentrons-nous d'abord sur l'outil qui nous intéresse aujourd'hui ce matin, le DFM Expert. DFM, encore une fois, comme Design for Manufacturing. L'analyse DFM consiste à détecter en amont des problèmes liés à la fabricabilité des cartes, à l'assemblage des composants ou à la testabilité des cartes. On a tendance à considérer que l'analyse DFM est principalement pour la phase de fabrication industrielle, pour la fabrication en masse. Mais cette analyse est aussi de plus en plus appréciée durant la phase de conception afin de tenir compte des contraintes de fabrication bien en amont pour réduire ainsi les cycles de modification. Mais n'oublions pas aussi que l'analyse DFM participe aussi à l'amélioration de la qualité de produit en détectant des points de faiblesse dus à la conception ou à la fabrication. Souvent, on considère que l'analyse DFM est une affaire d'experts. C'est vrai, il faut des connaissances, il faut de l'expérience dans ce domaine. Mais grâce à l'utilisation d'un outil tel que DFM Expert de Vaio, on a rendu cette analyse plus accessible en proposant une méthodologie rigoureuse et surtout en automatisant des analyses afin de détecter automatiquement des risques qui pourraient arriver. Donc, DFM Expert contient plus de 1000 règles, environ 300 règles sur la fabrication de circuits imprimés, environ 1000-1200 règles sur l'assemblage et la testabilité. Donc, tout est basé sur les recommandations IPC et toutes les règles utilisées pour la vérification sont paramétrables et personnalisables. Vous avez même la possibilité de créer vos propres règles en fonction de vos propres spécificités. Voici quelques exemples de détection d'erreurs liées à la conception, des courts-circuits, des connexions ouvertes, des liens sous pad, des problèmes d'emprunt liés à la bibliothèque des composants, etc., etc. Vous voyez bien sur l'écran. Certes, certaines de ces violations sont détectables par le DRC de votre outil de serveur électronique, mais en réalité, ça la reste peu et surtout, ça ne tient pas compte véritablement de l'aspect des contraintes de fabrication côté manufacturing. Voici encore d'autres exemples de violations qui pourront impacter la fabrication et la production, comme des effets Manhattan, des isolements trop petits pouvant provoquer un souci sur le montage des composants ou la testabilité de la carte, etc., etc. On peut jeter un coup d'œil. La liste elle est longue. C'est la raison pour laquelle DFM est de plus en plus appréciée. L'analyse DFM est de plus en plus appréciée, que ce soit côté conception, que ce soit fabrication. Et un dernier exemple sur le côté qualité, et tout simplement, ça vous permet aussi de détecter des points de faiblesse
qui peut provoquer des risques de panne, impactant ainsi la qualité de votre produit. Donc, ça impacte aussi sur l'amélioration de la qualité de votre produit. Mais bon, parlons peu, mais parlons bien. Passons à la démonstration de l'outil. Voici donc une petite introduction pour bien comprendre un peu ce qu'on veut réaliser. Le plus simple, c'est de voir directement le logiciel. Donc, voici donc l'outil DFM Expert de Vaio. J'aime bien effectivement faire une démonstration from scratch à partir de zéro afin de montrer effectivement des choses qu'on peut réaliser. Donc, déjà, toutes mes excuses en amont pour éviter éventuellement des effets de bord concernant les effets démo. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est créer un nouveau projet pour voir un peu comment ça se passe au niveau de ce logiciel. Donc, je crée un nouveau projet ici. Je vais le stocker quelque part dans mon dossier, effectivement, ici. Voilà, je crée un nouveau projet. Voici donc le nouveau projet qui est créé. Et vous pouvez constater ici, pour commencer, qu'il y a un process qui est extrêmement clair. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'outil vous propose une méthodologie de travail rigoureuse. Donc, cette méthodologie vous donne des différentes étapes à suivre afin de réaliser votre projet, de lancer des analyses et ensuite générer les rapports. Grosso modo, au niveau des étapes, on va commencer pour importer les fichiers que vous souhaitez analyser. On va importer la nomenclature afin de vérifier la cohérence des composants. On va vérifier donc cette cohérence et surtout spécifier les types de composants, puisqu'on verra par la suite que souvent les composants sont vérifiés en fonction de leur type. On va vérifier le placement, on va confirmer le flow de fabrication de votre PCB et ensuite, on pourra personnaliser, sélectionner, lancer l'analyse DFM en fonction des règles que vous aurez spécifiées préalablement. Et en dernier recours, dernière étape, on va donc générer un rapport en spécifiant les violations les plus importantes à générer au niveau de votre rapport. Vous voyez, un process qui est extrêmement clair, qui détaille, il vous suffit simplement de suivre étape par étape. Commençons par le commencement. On va simplement importer pour commencer les fichiers qu'on souhaite analyser. Parmi les fichiers qu'on peut importer, on a notamment des fichiers de conception venant directement des outils de CAO, que ce soit Cadence, Altium, Zuken, Montor, que ce soit les fichiers de fabrication IPC 2581, ODB++, etc., etc. D'accord. Dans notre cas, par exemple, on va prendre un fichier ODB++ qui est de plus en plus utilisé dans le monde entier. On va aller chercher ce fichier qui est donc ici et donc on va importer ce fichier, le fichier ODB++, pour qu'on puisse commencer à déjà regarder, analyser. Alors souvent, on me pose la question, mais c'est bien beau les fichiers conception, mais on n'a pas trop accédé à cela. Certes, si vous êtes dans le monde de la fabrication, peut-être il n'y aura pas de fichiers conception. Si vous êtes dans le monde de la conception, là, effectivement, vous aurez tous ces fichiers sans problème. Certains me posent aussi la question, mais nous, ODB++, on ne les utilise pas. Nous, c'est plutôt les fichiers Gerber. Il n'y a pas de problème. On peut aussi importer des fichiers Gerber. Dans ce cas-là, il faut simplement importer les fichiers Gerber, importer les fichiers de perçage, reconstituer le stack-up, importer le fichier pick and place au niveau de placement afin de reconstituer effectivement les mêmes informations qu'on pourrait obtenir en simplement utilisant le fichier ODB++. On verra effectivement dans un deuxième temps comment on peut importer et reconstituer le projet à partir de fichiers Gerber, pick and place et le perçage. Revenons sur ce projet de démonstration ici. Donc, on vient d'importer le fichier ODB++. Vous avez ici un certain nombre de couches qu'on peut visualiser. Donc, pour commencer, un DFM Expert de Vaio et avant tout, un visualisateur, je ne sais pas si ça dit ça en français correctement, des fichiers fabrication. Alors, on peut effectivement regarder les couches top, la couche bottom de votre carte. On peut les détecter, zoomer, dézoomer, mesurer. Un véritable outil de FAO pour commencer afin de visualiser votre propre fichier. Pour commencer. Dans un deuxième temps, une fois c'est importé, on va importer cette fois-ci la nomenclature.
Lorsqu'on va importer la nomenclature, on clique sur le bouton Boom Import, mais avant de le faire, je vais tâcher de vous montrer un peu ce qu'il y a exactement dans les informations de la nomenclature qui nous intéressent. Alors, je vais simplement ouvrir le fichier Excel de la nomenclature qu'on va utiliser. Je vais changer d'écran et le déplacer l'écran d'affichage. Vous voyez simplement, dans la nomenclature, l'outil a besoin de part number, de refdes, référence de votre composant, éventuellement description pour bien comprendre ce que c'est comme composant, la quantité par composant, le fabricant, ainsi que MPN, qui est donc la part number ou la référence du composant du fabricant, sans plus. Quelque part, c'est extrêmement simple. Le format est très, très simple. Alors, je sais bien que chacun a ses BOM, chacun a ses formats. Et tout de suite, on va importer donc cette BOM. Et surtout ici, on a la possibilité de spécifier le BOM parser. Donc, laissez-moi d'abord importer la nomenclature que je viens de vous montrer il y a un instant. Voilà, c'est bien ce fichier-là que je vais donc l'importer ici. D'accord. Et vous pouvez constater qu'afin que l'outil puisse analyser et comprendre la signification de votre nomenclature, soit vous rendez compatible votre nomenclature en fonction du format que je viens de vous montrer, première possibilité. Deuxième possibilité, on peut aussi éditer, créer votre propre parseur, votre BOM parser, afin de spécifier correctement comment est-ce qu'on doit interpréter les différentes colonnes de votre nomenclature. Donc, comme vous pouvez constater ici, hein, l'idée, c'est de sélectionner chaque colonne et ensuite de spécifier quelle est la signification de ces colonnes afin de pouvoir associer entre les informations de votre nomenclature avec les paramètres système de DFM Expert de Valio pour lui dire que cette colonne, c'est le part number, cette colonne, c'est le MPN, cette colonne, c'est le type de package, cette colonne, c'est le refdes, cette colonne, c'est le nom du fabricant, etc. etc. D'accord ? Pour question de temps, je ne vais pas montrer en détail, mais on peut éventuellement voir ça après en individuel pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser un parseur de BOM. Mais c'est vrai que pour commencer, si jamais ça vous intéresse, peut-être le plus simple, c'est de reformater votre nomenclature en format standard que je viens de vous montrer. Donc, on a la nomenclature, on a le parseur, on importe tout simplement. Qu'est-ce qu'il va faire l'outil pour commencer? Une fois importé la nomenclature, il va faire une première analyse entre les composants qui sont listés dans la nomenclature et les composants qui sont référencés, listés depuis les fichiers de fabrication. Donc, première chose que l'outil va réaliser, c'est vérifier cette correspondance, cette cohérence entre les deux mondes. Et là, notamment dans notre cas, on constate que visiblement, il y a des composants qui sont bien listés dans la BOM, il y a bien des composants qui sont bien présents dans le fichier fabrication, donc tout va bien de ce côté-là. Visiblement, il y a des choses qui se passent un petit peu moins bien ici. Il trouve des composants qui figurent dans le fichier CAD, mais ils ne sont pas présents dans la BOM. Puis, il y a peut-être un petit problème, il y a des composants qui sont déclarés, peut-être similaires, mais ils n'ont pas exactement la même valeur. C'est un petit piège qu'on peut éviter très facilement en cochant l'option ici afin de le rendre plus égal. Et dans ce cas-là, l'outil reconnaît que finalement, il y avait peut-être une petite différence dans la notification, dans la notation des références des composants, mais en fin de compte, c'est la même chose. Par contre, ce qui est intéressant, donc on peut constater ici, c'est malgré tout, il y a quand même des choses qui sont présentes dans le fichier CAD, mais ne sont pas présentes dans la BOM, notamment les TP1, TP2, TP6, etc. Nous sommes des grands garçons, nous sommes des grandes filles, on sait ce qu'on fait. Hein, donc là, je vois qu'il y a des composants comme les TP, probablement ce sont des points test. Là, je peux les ignorer. Mais là, j'ai des FID, probablement des MIR, je peux aussi les ignorer. Ça vous permet effectivement rapidement de détecter cette incohérence entre la BOM et les fichiers CAD au niveau des composants. Et ça, c'est pas extrêmement utile, notamment dans la vérification, pour commencer, hein, de la cohérence de votre nomenclature. Une fois c'est fait, cette vérification-là, on va cette fois-ci vérifier la cohérence des composants en comparant avec les bibliothèques
les bibliothèques composants de Valeo. Pour commencer, donc, nous avons ici la nomenclature. Vous avez ici la liste des fabricants qui sont listés. Pour commencer, on va faire correspondre entre le fabricants listés dans votre BOM avec les fabricants qui sont référencés dans la bibliothèque des composants de Valeo. Deuxièmement, en fonction des part numbers, on va les associer afin de vérifier est-ce que ce sont bien des bons composants, est-ce que les références correspondent correctement, hein, afin de rapidement de vérifier est-ce que les composants que vous souhaitez utiliser sont corrects au niveau des empreintes. Ainsi de comparer notamment par rapport les empreintes des composants des bibliothèques de référence de Valeo. Et troisième étape, donc là vous utilisez des composants alternatifs, hein, donc notamment dans notre cas ici on a quelques-uns. Est-ce que les composants que vous souhaitez en tant que composants alternatifs correspond bien aux composants principaux que vous souhaitez utiliser initialement afin déjà de détecter dans un deuxième temps l'assemblabilité ou plutôt les risques que pourrait poser au niveau de l'assemblage. Dans notre cas ici, dans cet exemple-là, il y a des soucis, notamment sur la première ligne, sur un composant alternatif, visiblement, et c'est moi qui ai spécifié manuellement la tolérance autorisée, que le composant alternatif choisi ne correspond pas forcément à l'empreinte que je vais utiliser au départ. Ça vous permet rapidement de détecter les problèmes liés à l'utilisation des composants alternatifs. Vous voyez, donc là, rapidement, on peut voir un peu ce que ça pourra donner. D'accord ? Une fois c'est fait, effectivement, on peut quitter cette étape-là. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est bien, mais la liste des composants, la bibliothèque des composants de Valeo, comment est-ce qu'on peut les avoir, comment est-ce qu'on peut les créer, est-ce que plein de questions qu'on peut se poser justement lorsque vous avez des FMI experts de Valeo, vous avez aussi la liste vous avez aussi la bibliothèque des composants créés par les ingénieurs de Valeo et qui le mettent à votre disposition. Donc, je viens d'ouvrir l'application du gestionnaire des composants, des composants de référence protégés par un accès. Bon, là, effectivement, c'est dans le cadre de démonstration, je n'ai pas vraiment modifié l'accès, mais comme vous pouvez constater ici, tous les composants ont été créés et tous les composants sont en local, installés sur votre machine ou bien sur votre serveur et rendus disponibles tout le temps. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir les maintenances, les composants ne sont pas en ligne. Souvent, on entend parler, si je perds la maintenance, je n'ai plus accès aux composants. Ce n'est pas vrai, vous avez toujours ces composants-là. Chaque composant est créé avec l'empreinte, les informations sur le fabricant, sur le part number, sur le type de boîtier, type de composant, etc. C'est effectivement sous part. D'accord. Donc, tous ces composants-là sont créés par les ingénieurs de Valeo et mettent à votre disposition tout le temps. Et si vous souhaitez l'éditer, vous cliquez droit, vous l'éditez le composant et on s'aperçoit qu'en fin de compte, systématiquement, vous avez donc une vue en 2D de votre composant et vue en 3D de votre composant. Plus ou moins basique, ça dépend des composants, mais l'aspect 3D vous permet effectivement de vérifier l'assemblabilité et surtout la testabilité en tenant compte bien sûr la forme 3D de votre composant. Si jamais vous souhaitez créer vos propres composants parce que le composant ne figure pas dans la bibliothèque de référence de Valeo, extrêmement simplement, vous pouvez créer un nouveau composant. Vous avez la possibilité de le faire en prenant le datasheet comme un assistant de création d'empreintes. Vous placez des pastilles, des pads, des lignes de sérigraphie, vous importez le modèle 3D, vous complétez le tableau et au fur et à mesure, vous créez aussi votre propre composant. Enfin, troisième chose qu'on pourra faire aussi toujours par rapport aux composants, Valeo propose un service de création de composants pour vous. Il vous suffit, notamment pour les utilisateurs avec la maintenance, cette fois-ci, de pouvoir envoyer le datasheet des composants que vous souhaitez créer. Et ça va être le service de création de composants de Valeo qui va le créer automatiquement pour vous. Ça vous évitera effectivement de faire cette étape-là et surtout de vous concentrer sur l'analyse des FM. D'accord. Ce n'est pas à peine d'avoir des millions et des millions de composants, surtout les composants qui sont obsolètes, on n'en a plus besoin aujourd'hui. On se concentre surtout sur les composants les plus utilisés et les plus couramment présents ici. Une fois on a le composant, on peut ensuite regarder effectivement les types de composants. Alors, effectivement, lorsqu'on a le composant, souvent on a déjà
toutes les informations nécessaires, hein, notamment en fonction des part numbers, en fonction de la description, en fonction des attributs. On peut lancer des analyses pour voir ce que ça donne. On peut effectivement voir est-ce qu'il y a des composants pour qui l'information n'est pas très claire. Et visiblement, on s'aperçoit que la plupart des composants, les 0,8, 0,5, les 12, 0,6, tout ça, oui, on reconnaît bien les types de composants. J'ai quelque chose qui s'appelle TP. Je ne sais pas trop ce que c'est. Eh bien, si, on peut effectivement l'attribuer spécifiquement pour dire que ce n'est pas un n'importe quel composant, c'est tout simplement un composant du type point de test. Donc, vous avez ici une liste de composants, des types de composants qu'on pourrait utiliser pour ensuite associer aux composants qui ne sont pas automatiquement reconnus lors de la vérification de la cohérence des composants. D'accord. Souvent, on pose aussi la question, mais dans le cas où il y a des composants REHS, comment ça va se passer? Tout simplement, on peut aussi utiliser les attributs ou les paramètres des composants afin de distinguer des composants qui sont plombés, entre guillemets, et les composants qui sont REHS, afin éventuellement de générer une distinction, voire des violations nécessaires. Vérification de placement ensuite, vous voyez, hein, je suis le flow méthodiquement, je vérifie donc le placement des composants, je lance la vérification, étant donné qu'on connaît l'emplacement de composants, les composants qu'on va utiliser, les empreintes qu'on va utiliser, l'outil va regarder est-ce que ça match ou ça ne match pas. Lorsque c'est vert, tout va bien. Lorsque c'est jaune, limite en termes de tolérance. Lorsque c'est rouge, visiblement, le composant risque de ne pas être placé correctement pour une fabrication correcte. Dernière étape avant de lancer l'analyse, tout simplement, ce sont l'orientation sur les techniques reflow où on va, c'est vous effectivement de définir l'orientation sur l'assemblage, la fabrication, l'épaisseur de votre PCB, etc., etc. On va mettre effectivement une valeur ici. Enfin, ça y est, donc on a préparé les terrains. Donc, pour résumer, on a importé les données, on a importé la nomenclature, on a vérifié la cohérence des composants, on a vérifié les types de composants qu'on veut vérifier. On a vérifié d'autres paramètres, notamment sur tout ce qui est placement et le flow. Et enfin, on peut effectivement lancer l'analyse. DFM analyse, on y va. Donc, vous avez une fenêtre qui s'affiche qui liste l'ensemble des règles que vous pouvez utiliser pour lancer cette analyse. Il y en a énorme, c'est énorme. Hein. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y avait plus de milliers de règles, plus de 300 règles sur la fabrication, plus de milliers de règles sur l'assemblage et de la testabilité. Donc, on peut constater par catégorie toutes les règles concernant l'assemblage, toutes les règles concernant la fabrication et un certain nombre de règles sur la testabilité de votre carte. Parlons peu, mais parlons bien encore une fois. Avant d'attaquer effectivement l'analyse, revenons sur justement ces règles-là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de règles. Toutes les règles sont enregistrées aussi dans une bibliothèque de règles, protégées bien sûr par mot de passe, mais encore une fois, dans la phase de démonstration, je n'ai pas modifié l'accès. Et donc, vous pouvez constater ici les règles qui sont définies par défaut. Il y en a plus de milliers de règles classées par catégorie, l'assemblage, fabrication et le test. Ce qui est fortement intéressant, c'est que pour commencer, on peut rajouter soi-même des groupes de règles. On peut copier les règles pour les personnaliser. On peut exporter, importer les règles. L'idée, encore une fois, c'est selon les stratégies de vérification, selon les spécificités, on peut créer des groupes de règles qui correspondent aux spécificités de votre fabrication, des règles à vérifier. Il est évident que dans le terme DFM, Design for Manufacturing, il y a énormément de choses concernant l'assemblage et c'est ça aussi qui fait la différence entre un simple outil qui vérifie les règles côté fabrication du PCB nu avec notamment des outils comme DFM Expert de l'IO qui possède une bibliothèque de composants de référence qui permet surtout de vérifier les risques d'erreur ou de violation en lien avec l'assemblage.
On ne va pas tous les tracer, il y en a beaucoup. Hein. Je vais simplement montrer quelques règles comme ça au hasard. On a notamment les distances à respecter entre les différents objets, entre les composants. Hein. Donc, on a une espèce de distance matricielle entre un composant SMD et un composant traversant, entre les traversants, par hauteur, les clearances au niveau des BGA, etc. Donc, l'ensemble de ces règles-là, hein, vous avez systématiquement une explication sur la signification de la règle, ainsi qu'une image qui permet d'expliquer mieux la signification de la règle. À droite ici, vous avez l'ensemble des paramètres qui interviennent pour définir cette règle, ainsi que ici, hein, les possibilités, les syntaxes qu'on peut utiliser pour la modification. Donc, justement, pour cette démonstration, j'ai prévu un ensemble de règles modifiables, notamment en cliquant sur les syntaxes, l'outil vous propose par rapport à cette règle, voici les syntaxes qu'on peut te proposer afin de vérifier justement cette distance entre les composants. On peut modifier les valeurs, les types de boîtiers, changer la couleur, notamment au niveau de la criticité, etc., etc. Alors là, effectivement, on entre un petit peu plus dans le langage script ou dans l'équation logique, mais grosso modo, ce n'est pas très, très compliqué à comprendre. Dans les documentations techniques, vous avez une liste des instructions qu'on peut utiliser pour, notamment pour vous, de personnaliser, voire de créer vos propres règles. Donc là, je suis dans l'assemblage côté distance entre les composants. D'autres catégories matrices des distances extrêmement intéressantes entre un type de composant et un autre type de composant, un composant axial entre les différents axiaux, entre un composant axial et les capas traversants, etc., etc. Et pas plus tard qu'il n'y a pas très très longtemps, on nous a demandé si on est capable justement d'avoir une matrice des vérifications de distance par type de composant. Je dis pas de problème, voici le résultat, tout est là, tout est paramétrable, tout est exportable, personnalisable, importable. Qu'est-ce qu'on a encore comme règle au niveau des murs, l'assemblage au niveau général, l'épaisseur de votre PCB, lorsqu'il y a un assemblage de plusieurs PCB, quel clearance, l'isolement qu'on devrait avoir, lorsqu'il y a des composants au niveau du parallélisme des composants, qu'est-ce qu'il y a encore dans d'autres catégories que jette un coup d'œil, la configuration, la cohérence au niveau des boîtiers 0.8, 0.5, 0.2, 0.1 par exemple, en termes de spécificité. Qu'est-ce que j'ai encore comme règle qui peut être intéressant concernant l'assemblage? On a quand même pas mal. Là, on a ici tout ce qui concerne tout ce qui est vernis, les pattes thermiques, les webs. Allez, regardons un peu plus près les règles. Ah, ça peut être intéressant, notamment lorsqu'une opération de web, hein, de pouvoir tenir compte des contraintes hauteur, donc le modèle 3D, et de vérifier l'angle nécessaire, l'angle tangent, afin notamment de vérifier la sondabilité et aussi la testabilité. Au niveau des fabrications, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui concerne les perçages notamment. La taille des trous, les quantités autorisées, les trous traversants au niveau des cuves, ça effectivement quelque chose qu'on n'aime pas trop. Pareil, on a une via qui est sous la pad de grande, ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien détecter. Alors, visuellement, bien sûr, on peut le faire toujours, mais si on peut automatiser le test, ce serait quand même encore mieux. Ça fatigue moins les yeux et puis ça rend les choses beaucoup plus optimum. Qu'est-ce qu'on a encore au niveau des fabrications, par exemple, tout ce qui est notion de routage? Est-ce qu'il y a des courts-circuits qui peuvent être proposés au niveau des tolérances entre les largeurs de piste? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les distances entre le cuivre et distances à respecter, etc., etc. Vous voyez, hein, donc il y en a énormément. Je suis d'accord avec vous, ça fait beaucoup d'informations à digérer, mais quelque part, c'est nécessaire pour que l'outil puisse comprendre ce que vous souhaitez faire et automatiser, encore une fois, la détection des erreurs éventuelles. On parle beaucoup de sérigraphie, notamment les lignes de sérigraphie, la largeur de sérigraphie, présence ou l'absence de sérigraphie, ou bien simplement les solder masks, les vernis.
Ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'analyse des DFM concernant le boîtier BGA. On a notamment, pas plus tard, je crois qu'il y a 15 jours, on regarde ça un peu plus près. Je crois, c'était vernis qui touche le cuivre de mémoire, je ne me rappelle plus. Ou l'absence de vernis, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Annular ring concernant les pads traversants. Il y en a quand même quelques-uns qui vous parlent certainement. Ça parle aussi à les cotes au niveau des viapads, hein, au niveau des masques vernis. Donc, typiquement, ça aussi, c'est des choses que l'outil peut détecter automatiquement pour vous. Et enfin, au niveau des tests, pareil, il y a un certain nombre de règles qu'on peut vérifier. Présence ou absence des points de test, au moins par signal, notamment ici, hein, le signal n'a pas de point de test, par exemple. Distance à respecter au niveau de point de test, le centrage, l'écartement, etc., etc. Voilà, donc je suis d'accord avec vous que certains logiciels de cerveau électronique peuvent détecter quelques-unes de ces règles, quelques-unes de ces violations, mais pas tout. Pas tout, puisque là, c'est vraiment un outil qui s'appuie sur les fichiers de fabrication avec toutes les règles pour vérifier notamment le côté fabricabilité de votre carte électronique. Donc, même si aujourd'hui, les cerveaux électroniques contiennent de plus en plus de règles, mais pas encore tout à fait, pas encore entièrement, et c'est vrai, ce n'est pas leur cœur de métier non plus. D'accord? Voici donc l'ensemble des règles, très rapidement, hein, on a pas mal balayé dessus. Une fois que vous avez sélectionné les règles que vous souhaitez utiliser pour l'analyse, on peut cocher pour activer ou désactiver, on peut cocher pour supprimer ou rajouter, qui vous permet ensuite, une fois c'est paramétré, de pouvoir lancer l'analyse des règles que voici. Soit je fais que l'assemblage, soit je fais que la fabrication ou uniquement le point de test. Dans notre cas ici, on va tout cocher, les 3 accès, et vérifier toutes les règles. On va même aller chercher les règles par défaut. On peut même aller chercher les règles que j'ai modifiées tout à l'heure dans le groupe démonstration ici, afin que ce sont cette fois-ci des règles venant du groupe démo qui vont être utilisées pour lancer donc cette analyse de DFM. D'accord? En cliquant sur le bouton ici, on va lancer la règle. Il est 10h35. Pour gagner du temps, je vais être franc avec vous. Si je lance ça, j'en ai à peu près pour 5 à 10 minutes. Vous me direz, oh, c'est pas beaucoup. Certes, on est quand même limité dans le temps, mais vous voyez, c'est pas énorme que ça pour cette analyse-là. Pour être sincère avec vous, j'ai un PC tout à fait honorable. Moyenne, i5, SSD, 6 Go de RAM, carte mémoire, carte graphique, pardon, NVIDIA. Enfin, ce n'est pas une bête de course, mais suffisamment pour faire tourner des serveurs électroniques et suffisamment pour faire tourner l'outil DFM Expert de Vaio. Heureusement, j'ai un petit peu préparé le boulot. Je vais simplement ouvrir un projet existant cette fois-ci, pour lequel j'ai déjà lancé l'analyse qui s'appelle Démo 1 et le projet est ouvert ici. C'est le même projet de tout à l'heure, simplement j'ai déjà lancé l'analyse des FM et on va surtout regarder cette fois-ci l'interprétation des résultats. Donc, une fois l'analyse faite, vous avez donc ici, je vais mettre là, la liste des violations rencontrées. On va diminuer un petit peu les choses comme ceci, on va écarter un petit peu, qu'on puisse le voir. Ce qui est fortement intéressant, c'est que non seulement vous avez la liste des violations qui sont là, mais surtout, je vais aussi afficher la visualisation en 3D. Alors, mon écran est peut-être un petit peu petit, mais j'imagine que chez vous, vous avez des écrans un petit peu plus imposants afin d'afficher plusieurs panneaux simultanément. Hop, on va faire comme ceci. Élargir un petit peu ici. On va zoomer un petit peu plus le modèle 3D comme ceci. D'accord? Et on va déplacer légèrement la carte comme ceci, zoomer un petit peu plus. Et on va lui demander de zoomer, focaliser notamment sur les violations. Donc, voici l'ensemble des violations, entre guillemets,
détecter violations dans le sens, soit c'est des alertes, soit c'est des vraies violations, d'où la couleur spécifiée ici, notamment sur notion de distance pas respectée. Visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment respecté ici en termes de distance. Hein, l'outil l'affiche ici en 2D sur votre PCB, mais aussi sur le parti 3D qu'on puisse voir concrètement. On peut même tourner pour que ça puisse voir, déplacer ici. On va le tourner pour que il est où, rotation de 3D, pour qu'on puisse constater. Ah oui, je comprends mieux effectivement, à travers la modélisation 3D, je comprends mieux où est le problème, notamment des non-respect des distances. Qu'est-ce que j'ai ici comme exemple? Encore une fois, c'est une notion de distance par rapport au mien qui n'est pas bien respectée. J'ai ici, je vais élargir un petit peu cette fenêtre pour qu'on puisse voir l'exemple, les règles ici. D'accord? Sur la distance par rapport aux bordures au niveau des trous, par exemple, c'est pas bien. Oh, c'est une alerte, bon, c'est pas très grave. J'ai ici une erreur. Ah, effectivement, cette fois-ci, le perçage est trop proche de bordure de votre carte. Si jamais cette violation vous intéresse, que vous souhaitez faire figurer dans votre rapport, bah, il vous suffit tout simplement de cocher pour que cette violation arrive au niveau de votre rapport. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de sortir toutes les violations, mais surtout des erreurs ou des potentiels risques qui peuvent être intéressants afin qu'on puisse les corriger. Sinon, vous avez des centaines de pages de rapports qui ne sont pas exploitables. L'important, c'est de montrer les plus essentiels. J'ai peut-être un petit souci en termes de boîtier 0603 ici. Ça peut être intéressant, peut-être un petit peu trop large. Vous voyez, le composant est là, l'empreinte est là. Visiblement, j'ai un petit souci, que j'aurai un petit souci lors de l'assemblage. Au niveau de perçage, par exemple, au niveau de fabrication, ça c'est intéressant, j'ai une espèce de trou là qui est là, qui touche la partie cuivrée. Ça, c'est pas terrible non plus. Ça m'intéresse, je vais le sortir au niveau des rapports. Qu'est-ce que je peux regarder encore au niveau de violation? Il y en a pas mal. Sérigraphie. Ah, j'ai des sérigraphies qui touchent effectivement le côté vernis, solder mask. Ça pourrait m'intéresser pour ensuite montrer au concepteur notamment. Solder mask, notamment ici, typiquement, largeur de wing n'est pas conforme. Alors, je peux effectivement le sortir au niveau du rapport. Qu'est-ce qu'il y a comme solder mask? Ah, ça, c'est quelque chose qui arrive relativement souvent aussi. J'ai un trou, mais ça touche le parti vernis. Ce n'est pas terrible, donc quelque part, je le note aussi. Vous voyez, donc, très rapidement, l'outil, c'est comme un DRC au niveau de Serial, simplement c'est au niveau de DFM, une liste des violations qu'on peut tolérer, qu'on peut regarder, surtout qu'on peut analyser les vraies violations. Donc, encore une fois, hein, l'outil automatise l'analyse en fonction des règles que vous avez spécifiées au départ. Il y a énormément de règles. Hein, donc là, ça va intervenir l'outil, c'est de pouvoir automatiser la détection des violations. Par contre, il est évident qu'il faut avoir un petit peu d'expérience, enfin même il faut avoir d'expérience du métier pour ensuite analyser la pertinence et de cibler là où il y a vraiment des choses à modifier très rapidement. L'outil ne fait pas tout, l'intelligence est avant tout humaine. Une fois que vous avez détecté les soucis au niveau 2D, au niveau 3D, on pourra effectivement sortir le rapport. Vous avez plusieurs types de templates au niveau de rapport. On peut sortir en format Word, en format Excel. Là, on va prendre l'option par défaut. On sort en format Excel. On va jeter un coup d'œil sur ce rapport, remplir par Victor, la date. Oui, on prend tout. Hop, c'est parti. Et là, le rapport est sorti. Il est préparé par Victor le 18 décembre concernant le projet, pourcentage de réussite, pourcentage d'échec, les différents types de violations les plus fréquemment rencontrées, sur quelle catégorie le test, l'analyse a été réussie, sur quelle catégorie de règles ou des règles spécifiques l'analyse a échoué. On vous donne effectivement un récapitulatif de cette analyse. On vous donne un récapitulatif de votre carte, mais ça, je pense que vous le connaissez. Et surtout, ce qui est intéressant, chaque fois que je trouve une règle intéressante, une violation intéressante à faire remonter, à le spécifier dans le rapport, l'outil le sort. Donc, il vous rappelle
catégorie de règle, le nom de la règle, la description de la règle, où se trouve l'objet qui provoque cette violation. Quelle est cette violation au départ? Quelle violation est impliquée? Une petite capture d'écran pour expliquer graphiquement à quoi qu'est-ce que ça peut, enfin, quelle est l'origine de cette violation, où se trouve cette violation, et surtout risque que ça pourra impacter par la suite. Hein, vous voyez, encore une fois, j'ai dû cliquer sur 5-6 règles, et là j'ai le rapport complet qui s'affiche ici, avec aussi la cohérence des composants au niveau de la nomenclature, comme ici, la vérification de la BOM, et puis toute autre chose qui peut arriver. Voici donc un rapport que je peux ensuite sauvegarder et surtout exporter en HTML, en PDF, en Excel, en Word si jamais le template du départ est en format Word. Je vais sortir tout simplement en Excel toutes les informations que voici et je vais donc sauvegarder ici. Ah oui, il faut le modifier effectivement, le point vérifié, ça c'est pas trop gênant, c'est dans la configuration de Windows. Voilà donc la méthodologie qu'on vous propose à travers le DFM Expert, une méthodologie très simple de A à Z, en suivant les étapes, en paramétrant les règles que vous souhaitez vérifier, en vérifiant la cohérence des composants avec notamment le fichier de fabrication et ensuite on lance en analyse et à vous, avec votre expérience, votre connaissance, de cibler les véritables violations que vous souhaitez mettre en valeur. Je reviens sur la première question qu'on m'a posée aussi, l'une des premières questions que moi je me suis posée, que je vous ai posée, c'est comment ça se passe pour les fichiers Gerber? Parce qu'effectivement, pour faire ça, on est parti de ODB++, mais si jamais j'étais Gerber, comment ça va se passer? Il n'y a pas de problème. On va fermer ce projet Close Job. Je ne vais pas le sauvegarder tout de suite. Je vais créer un nouveau projet. J'aime bien tout ce qui est from scratch, hein, tant qu'à faire. On prend des risques, hein, sinon ce ne serait pas drôle. J'appellerais ça démo 4 par exemple, démo numéro 4. On a effectivement encore ce flow qui s'affiche. J'ai dit oui, mais lorsque vous avez cliqué tout à l'heure sur 4 import, c'est des fichiers de conception, des fichiers sources, ou bien ODB++, ou bien 80. C'est pas ce que je veux. Pas de problème, on est dans le process. Vous avez la possibilité de modifier le process que vous souhaitez utiliser, notamment dans le cas où vous avez des Gerber à importer. Dans ce cas-là, vous sélectionnez le process ici et vous voyez automatiquement, on met en place les différentes étapes à suivre afin de respecter vos fichiers d'entrée. Donc, quelque part, lorsque je veux importer les fichiers, j'ai besoin d'importer le pick and place. Je ne sais pas si vous voyez à travers le partage d'écran le petit message qui s'affiche. J'importe le pick and place. J'importe les Gerber, j'importe le perçage, j'attribue les, je vérifie l'attribut, je reconstitue le stack-up et je reconstitue aussi les pads sur les couches top et sur couches bottom. Donc, grosso modo, tout le boulot que fait ODB++ que j'ai utilisé tout à l'heure, quelque part, il faudra que vous refassiez ici manuellement afin ensuite de revenir sur le flow classique de DFM, importation de la nomenclature, vérification de la cohérence, spécification des règles, lancer l'analyse, génération des rapports. D'accord? Ouais, ce n'est pas très compliqué. On a encore un petit peu de temps. Allez. Justement, en parlant de ça, je prends un exemple très concret. Je prends par exemple l'outil CAO que j'ai sur ma machine, dans lequel il y a un projet d'exemple, une carte qui n'est pas très compliquée, pour lesquels j'ai généré effectivement les fichiers de fabrication, le Gerber Top Layer qu'on peut constater ici. Donc, ça, c'est un projet d'exemple issu de l'outil de CAO. Et surtout, j'ai généré ici, si j'arrive à le trouver, le voici, les fichiers Gerber qui sont là, les fichiers perçage qui sont là, les fichiers pick and place qui sont là. Et donc, allez, soyons fous, c'est la fin d'année. On va partir de ce projet from scratch. On va, pour commencer, importer le fichier. Le fichier qu'on va importer pour commencer, c'est le pick and place XY data. Je vais chercher donc ce pick and place. Il se trouve où d'ailleurs? Tiens, à propos, j'espère que je n'ai pas perdu
lien, il doit être quelque part par là. Ça doit être par là. Donnez-moi 2 petites secondes. Exemple, les fichiers de sortie, pick and place, il se trouve là. Je prends le fichier texte et donc il importe. Vous voyez donc le pick and place généré par l'outil de CAO électronique, ici pour ne pas tous les citer Action Designer. Donc, dans le pick and place, j'ai le désignateur, j'ai le couche top ou bottom, j'ai le nom de l'emprunt, j'ai les coordonnées, j'ai la rotation. Ça me va. Ici, je n'en ai pas besoin, je supprime et surtout, je vais interpréter le résultat. Et ça y est, l'outil interprète correctement le résultat ici. Les références, c'est bien la colonne désignateur. La colonne 4, c'est bien le coordonnées X respectivement Y, ainsi que la rotation et ainsi sur la couche sur laquelle sont placés les composants et enfin, le type de boîtier, peut-être la description. Vous voyez, donc en fin de compte, c'est extrêmement simple. Il va interpréter les informations de votre fichier d'entrée, notamment au niveau de pick and place. Hop, ça y est. On a pour commencer résultat graphique, la représentation graphique de votre pick and place. On va ensuite importer les fichiers Gerber. Les fichiers d'assemblage, ce sera après, les fichiers Gerber. Il est pareil dans le dossier de tout à l'heure. Public, document public, Altium, ça doit être dans ici toujours. Output file, ça y est, les Gerber sont là. D'accord, on va changer l'extension ici. Je prends tous les fichiers. Allez, je ne me pose pas les questions. Pourquoi je prends tous les fichiers? Parce que l'outil est suffisamment intelligent pour reconnaître les fichiers Gerber que voici. Donc, lorsqu'il reconnaît les fichiers Gerber, il vous propose de l'importer. Lorsque ce n'est pas des fichiers Gerber, il y a un certain nombre de fichiers texte d'explication, il vous propose de ne pas l'importer, mais derrière, on peut toujours forcer le passage si c'est nécessaire. J'importe. Ça y est, voici donc la carte qu'on a ici. Si jamais vous souhaitez faire une comparaison entre ce que je vous ai montré tout à l'heure et ce qui est visualisable ici, voici le Gerber Bottom Layer généré par l'outil de CAO, visualisé à travers l'outil de CAO ici. Et là, j'ai ici Gerber Bottom Layer. Je vais simplement, si j'arrive ici, à désactiver le Gerber Bottom Layer et afficher simplement Gerber Top Layer. Si jamais je le vois, bon, c'est pas très grave. Par défaut, toutes les couches sont affichées. On peut voir rapidement que c'est la même carte. J'ai les Gerber qui est là. Je vais importer cette fois-ci le perçage. Pareil, vous voyez, je suis l'étape proposée par l'outil extrêmement simplement. Je vais donc cette fois-ci chercher les fichiers de perçage. Dans le dossier de sortie NCDrill, le fichier, on va même importer tous les fichiers. Qu'est-ce que j'ai comme fichier? J'ai tous les fichiers qui sont là. Je les sélectionne. Je ne sais plus lequel est perçage ou pas. Mais l'outil, encore une fois, est suffisamment intelligent pour les interpréter, de les trouver et de les importer. Ça y est, j'ai le fichier perçage qui est venu. Et enfin, ce qu'il m'a offert, c'est vérifier notamment le stack-up. Quelle est la couche associée à quel fichier de Gerber associé à telle couche. Le top associé à top, le past associé à couche past, le solder mask associé à couche de solder mask, enfin tout ce qui est vernis, les couches internes, etc. Donc ça, je peux le faire individuellement. Je prends par exemple le Gerber top layer. Je sais que ça va être ça correspond à la couche top signal au niveau des stack-up et comme ça, vous reconstituez votre stack-up, la définition de l'empilage des couches. Heureusement, encore une fois, l'outil possède une fonction qui s'appelle auto-détection qui permet, en fonction de l'extension, en fonction du type de fichier, de pouvoir les associer correctement, les fichiers de Gerber par rapport aux couches de votre stack-up. Voilà, ça y est, je viens de constituer le stack-up automatiquement de ma carte. Et même pour le perçage, il y a des fichiers perçage qui sont là. Par défaut, si je n'ai pas spécifié quel type de perçage j'ai spécifié, par défaut, l'outil vous propose que ce soit considéré comme des perçages traversants, top à bottom. Ça y est,
c'est fait. Je viens simplement de constituer le résultat de l'import de fichiers ODB++ avec simplement les fichiers Gerber Pick and Place ainsi que le perçage. Une fois c'est fait, on active, on vérifie que tout va bien ici. Il n'y a plus qu'à importer la nomenclature, vérifier les paramètres, les types de composants, vérifier les règles, lancer l'analyse et lancer ensuite la génération du rapport des violations détectées. Vous voyez, ce n'est pas extrêmement compliqué. Voici donc la démonstration avec les fichiers Gerber. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, oh là, une petite faute d'orthographe ici, surtout si vous avez envie de tester ce logiciel, je vous propose de nous contacter. Vous avez ici le numéro de téléphone, l'email qu'on peut utiliser, notre site internet dans lequel il y a quand même pas mal d'informations et des vidéos. Et on vous invite aussi à suivre notre page LinkedIn où on met à jour un certain nombre d'actualités et d'informations tout simplement.